Bienvenue à tous et à toutes à la conférence midi intitulée Un chez-soi adapté pour toutes les familles du Québec, conditions de logement, portraits et défis à relever. Dans le cadre de cette conférence midi, nous recevons 4 conférenciers et conférencières. Alors, du ministère de la Famille, nous recevons Philippe Paco, qui est chercheur au partenariat et conseiller expert et conseiller expert en recherche et en statistique au ministère de la Famille. Gabrielle Juteau, qui est stagiaire en recherche. Il et elle sont à l'origine, en fait, du bulletin Quelle famille? Donc, plusieurs données ont été mobilisées pour cette conférence midi. Nous accueillons également Lorraine Desjardins, qui est agente de recherche et de communication à la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, un de nos partenaires de très longue date également. Et dernièrement, nous recevons Xavier Leloup, qui est professeur au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de logement locatif et d'insécurité résidentielle, de cohabitation interethnique à l'échelle des quartiers et de ségrégation résidentielle et diversité urbaine. Les 3 exposés auront une durée d'environ 10 minutes. 10 minutes chaque, et ce sera suivi d'une période de discussion et de questions à la toute fin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Philippe et Gabrielle. Entendu que c'est moi qui commençais. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. C'est sûr que j'ai bien hâte d'être en présence aussi. Mais je voulais aussi en profiter quelques secondes pour remercier les organisateurs pour nous avoir organisé ça et nous avoir invités. Donc, comme indiqué dans le résumé finalement de la table ronde, on voulait vous faire part finalement de notre côté un peu de notre contribution là, à la question qui anime la table ronde, c'est-à-dire est-ce que les familles sont bien logées? On va prendre juste quelques minutes, là. On ne va pas dépasser 10 minutes, j'espère, peut-être 11. On va prendre quelques minutes pour vous parler là, de quelques-unes des multiples facettes des conditions de logement des familles au Québec. Il va être question au cours donc, des prochaines minutes d'aspects variés, donc en lien avec notamment l'accessibilité et les difficultés financières liées au logement, ou autrement dit, donc le fardeau financier possiblement disproportionné que peut représenter le logement par rapport aux revenus des familles. On va parler aussi de la taille suffisante du logement, c'est-à-dire en quelque sorte l'enjeu des familles qui vivent dans des logements surpeuplés. On va parler aussi de l'état du logement des familles, donc qui est pris au sens souvent de la nécessité ou non de réparation majeure du logement. Et puis, on va en parler aussi de la salubrité des logements, donc sous différents angles. On va vous présenter donc finalement juste quelques photos, en quelque sorte, des conditions de logement des familles qui ont été prises en 2018. C'est sûr que c'est avant la pandémie de COVID-19. On va y revenir en conclusion, c'est sûr, mais ce sont les données finalement les plus récentes qu'on dispose actuellement là, concernant certains aspects des conditions de logement des familles. On peut changer la diapositive, oui. Bon, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, là, c'est sûr, en vous disant que le logement, c'est un aspect de la vie des parents et des enfants qui est de la plus haute importance. Là, il se révèle avoir de multiples implications sur leur bien-être, leur santé physique et mentale et sur le développement des enfants aussi. C'est beaucoup plus qu'un toit, naturellement. Hein? C'est pour la famille, en tout cas, le logement est au cœur de la vie familiale parce que c'est aussi le premier lieu de soins, d'éducation et de socialisation des enfants. Il y a de nombreuses études là, qui ont témoigné et qui continuent de le faire à propos du lien entre le logement puis plus largement aussi l'endroit où il est situé, c'est-à-dire donc l'environnement qui l'entoure, dit autrement le voisinage, le quartier, et le bien-être des familles et des enfants. Donc, dans l'ensemble de ces études-là permettent de dire, donc sans se tromper, que le bien-être, la santé des familles sont susceptibles de se détériorer aussitôt que finalement le logement devient inabordable, bruyant, insalubre ou surpeuplé. Puis, comme je l'ai dit, donc le lieu de résidence détermine l'environnement, bien sûr, mais également aussi l'accès aux services de proximité qui vont à leur tour finalement se répercuter sur le bien-être des familles et le développement des enfants. Donc, le but de notre courte présentation, c'est, comme on l'a dit, de vous présenter quelques données clés. Là. Le but, c'est de ne pas vous inonder de chiffres, c'est sûr, mais on voulait quand même présenter quelques données clés là, des multiples facettes des conditions de logement des familles. Mais c'est sûr que pour mieux comprendre les données qu'on va présenter, il faut quand même les cadrer un petit peu. Donc, on s'est servi d'une enquête donc, qui a été réalisée par Statistique Canada en 2018, qui s'appelle l'enquête canadienne sur le logement. Cette enquête-là a eu lieu en 2018.
Mais l'enquête est prévue être répétée aux 2 ans, pendant 10 ans, ce qui va être intéressant, donc, pour suivre l'évolution des conditions de logement des familles au cours des prochaines années. Cette enquête-là donc permet d'avoir une représentation de l'ensemble des familles québécoises ayant au moins un enfant mineur qui vit avec elles, soit donc plus de 800 000 familles, qui donc avec un peu plus de 1,6 million d'enfants mineurs qui vivent dans ces familles-là. Donc, c'est sûr que les pourcentages, quelques pourcentages qui vont vous être présentés, là, même si parfois ils vont vous sembler peut-être faibles, ils réfèrent tout de même donc à plus de 800 000 familles avec enfants mineurs. C'est donc à prendre en considération. On a axé notre portrait des conditions de vie des familles, surtout en fonction du type de famille. Donc, il va être question des familles monoparentales, des familles biparentales, des familles comptant, ce qu'on appelle des familles comptant des personnes additionnelles. On a choisi un peu d'analyser ça séparément parce que souvent, les familles qui comptent des personnes de plus, c'est le reflet de stratégies, soit de stratégies de logement particulières ou de contraintes de logement particulières, finalement. Puis donc, on espère aussi dans le futur donc, faire des analyses, c'est sûr, plus poussées sur les conditions de vie des familles, mais selon d'autres caractéristiques socio-économiques pour aller voir des sous-populations. Donc, par exemple, les familles migrantes, les familles locataires. Il y a quand même plus de possibilités, mais on avait l'ambition de faire un portrait qui était pas non plus très volumineux. Donc, ça fait le tour pour un peu la mise en contexte. Je passerai la parole à ma collègue Gabrielle pour la suite de notre présentation et puis les quelques données clés finalement. Nous allons maintenant passer à la partie des résultats. Ici, on va aborder les problèmes liés directement au logement, mais dans le bulletin, on aborde également les caractéristiques générales, la satisfaction liée au logement et le quartier. Donc, on vous invite à consulter le bulletin pour ces sujets. Tout d'abord, je vous invite à vous intéresser au graphique de gauche qui démontre la répartition des familles dont le logement nécessite des réparations majeures selon le type de famille. On définit les réparations majeures par des dommages importants à la structure, donc au mur, au plafond ou au plancher, et au système majeur de fonctionnement, par exemple la plomberie, le chauffage et les installations électriques, du logement qui peut nuire à la qualité des familles, de vie des familles. D'emblée, environ 7 % des familles résident dans un logement nécessitant des réparations majeures. Les familles monoparentales doublent cette statistique avec 12 % d'entre elles qui nécessitent des réparations majeures. Le graphique de droite présente la répartition des familles consacrant une part trop élevée de leurs revenus au logement selon le type de famille. On considère qu'une famille consacre une part trop élevée de leurs revenus au logement lorsqu'elle déploie plus de 30 % du revenu total avant impôt. Dans l'ensemble des familles, une famille sur 12 est concernée par un problème d'accessibilité financière au logement. La disparité entre les types de familles ici persiste, avec plus d'une famille monoparentale sur 5 qui consacre une part trop élevée de son revenu au logement. Ces résultats sont principalement expliqués par le fait que les familles monoparentales ont seulement un revenu, tandis que les familles biparentales ont 2 revenus. Ça nous amène à nous interroger sur les difficultés économiques liées au logement des familles. L'enquête a demandé aux familles si elles avaient éprouvé des difficultés économiques des 12 derniers mois avant l'enquête. Donc, les familles monoparentales sont 2 fois plus nombreuses à avoir des retards de paiement de loyer ou d'hypothèque que les familles biparentales, soit 12 % chez les familles monoparentales et 6 % chez les familles biparentales. De même, 12 % des familles ont des difficultés économiques en raison d'une augmentation de loyer ou d'hypothèque, comparativement à 8 % chez les ménages sans enfants mineurs. C'est donc dire que les familles ont davantage de problèmes que les ménages sans enfants mineurs. Avoir un logement de taille suffisante est aussi important. On peut penser par exemple aux enfants qui font leurs devoirs ou qui jouent dans des bonnes conditions.
Les données de l'enquête à ce sujet montrent qu'environ une famille sur 12 réside dans un logement de taille insuffisante, comparativement à moins d'1% des ménages sans enfants mineurs. Donc, on peut dire que le problème de logement de taille insuffisante est exclusivement un problème familial. On a également observé que plus d'un quart des familles comptant au moins une personne additionnelle vivent dans un logement de taille insuffisante. D'ailleurs, plus de la moitié de ces familles ont au moins un membre appartenant à une minorité visible. Finalement, on s'est aussi interrogé sur les problèmes de salubrité. L'enquête documente 4 principaux problèmes de salubrité. La présence de moisissures, donc plus d'1 m², des infestations de vermine ou de rongeurs nuisibles. Troisièmement, de l'eau du robinet non potable durant plus d'une semaine et de l'air vicié, autrement dit, une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur en raison d'odeurs de l'extérieur. Donc, sur ces sujets, plus du quart des familles ont connu au moins un de ces problèmes de salubrité. Le problème le plus courant est l'infestation d'insectes ou d'animaux nuisibles avec 16%. Tout de même, près d'une famille sur 10 a déclaré une mauvaise qualité de l'air et 1 sur 20 environ la présence de moisissures et d'eau non potable. Finalement, on voit que les familles ont davantage de problèmes de salubrité que les ménages sans enfants mineurs, soit 27% pour les familles et 19% chez les ménages sans enfants mineurs. Je vais maintenant passer la parole à Philippe pour conclure la présentation. Avec le son. En conclusion, donc, c'est sûr qu'on vous a présenté seulement vraiment quelques morceaux choisis. On vous laisse en venir à nos 10 minutes pour notre portrait. Donc, en ayant dû finalement ne pas aborder la question finalement du point de vue de sa situation, de son environnement, faute de temps. Ce qu'il faut vraiment retenir finalement de l'ensemble des analyses qu'on a menées là, dans le bulletin, puis à partir des données de l'enquête, c'est qu'il y a quand même un noyau significatif de familles qui sont confrontées à des difficultés de logement qui peuvent compromettre leur bien-être, comme l'accès à des logements assez grands, l'importance de l'effort financier pour se loger. On a abordé l'insalubrité, mais on n'a pas abordé la question aussi, mais les données sont assez éloquentes là-dessus, la question du bruit, de l'insécurité, de la criminalité et de l'accès à des services de proximité aussi. Puis bon, on l'a montré rapidement, les conditions de logement donc, ont des répercussions sur la qualité de vie des parents et des enfants, mais aussi beaucoup en fonction du type de famille auquel ils appartiennent. On l'a vu brièvement, donc les familles monoparentales sont encore aujourd'hui vraiment plus susceptibles d'être affectées par des conditions de logement défavorables. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, le portrait date de 2018, donc avec la pandémie en cours, maintenant, en tout cas encore depuis maintenant plus de 2 ans, il est impératif d'obtenir des données donc, plus récentes afin de savoir comment ces réalités ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19. Donc, à ce sujet-là, l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique du Québec, a noté que passer plus de temps à la maison a sans aucun doute exacerbé donc, les effets néfastes de ces mauvaises conditions de logement sur les familles. Ce qu'on espère donc aussi, c'est que le recensement donc, dont les données vont être rendues disponibles d'ici peu, le recensement de 2021, puis l'enquête canadienne sur le logement qui a également été répétée en 2021, compte tenu de la pandémie, mais un petit décalage, vont nous permettre aussi d'éclairer ces nouvelles réalités. Donc, comme ça a été indiqué, je pense, dans les commentaires aussi, pour en savoir plus, on vous a présenté seulement un petit échantillon de notre portrait. On vous invite à consulter le bulletin Quelle famille qu'on a diffusé, qu'on a produit il y a peu sur ce sujet, qui est disponible à l'adresse indiquée sur la diapositive. Voilà, merci. Je passe la parole aux collègues. Alors, bonjour et merci au partenariat d'avoir invité la Fédération à venir vous parler de logement et famille. Évidemment, la Fédération est loin d'être une spécialiste en matière d'habitation, mais on connaît pas pire les familles monoparentales et recomposées et c'est évidemment les enjeux de logement sont au cœur des problématiques qui sont vécues par ces familles-là.
Alors, d'abord, quelques statistiques sur les familles monoparentales et recomposées. C'est évidemment des statistiques de 2016, de recensement de 2016. Celles de 2021 s'en viennent en juillet. On a bien hâte de les voir, de voir si ça a bougé beaucoup. 1 300 000 familles avec enfants au Québec en 2016. De ce nombre, près de 30% sont des familles monoparentales. Et parmi les familles monoparentales, elles sont encore majoritairement dirigées par des femmes, puisque c'est 75,3% qui ont une femme à leur tête. Les familles recomposées représentent 10,3% de l'ensemble des familles avec enfants et 43% des couples avec enfants ne sont pas mariés au Québec. On est fait de même, nous autres. Donc, évidemment, on est dans un contexte particulièrement difficile en ce moment. Selon le bilan fin 2021, plus de 610 000 personnes font appel aux banques alimentaires à chaque mois et 33% de ces personnes-là sont des enfants. On pense que le fait d'avoir un emploi, ça fait sortir de la pauvreté automatiquement. Ben non, parce que 14,6% des personnes qui ont bénéficié d'une aide alimentaire avaient un travail salarié en 2021. Et aujourd'hui, en 2022, 2 familles monoparentales sur 10 ne couvrent toujours pas leurs besoins de base. Il y a aussi tout l'aspect des loyers qui explosent depuis ces dernières années, là. Donc, 34% des ménages locataires québécois accordent plus de 30% de leurs revenus pour se loger. Il y a même 14% des ménages locataires qui accordent plus de la moitié de leurs revenus pour se loger. Au Québec, le prix moyen d'un logement est de 1 044 $ par mois. Et Québec et Montréal, il existe une pénurie de grands logements, c'est-à-dire 2 chambres à coucher et plus. Ce sont ces logements-là qui sont recherchés par les familles avec enfants. Puis le prix des logements à Québec, de ces logements-là à Québec est en moyenne 1 170 $ et 1 500 $ pour Montréal. Donc, on a fait un petit sondage maison. Nous autres, on n'est pas dans le quanti, là, on fait vraiment dans le quali. C'est plus aller chercher des témoignages sur le terrain. On n'est pas du tout scientifique, mais ce n'est pas notre prétention non plus. Donc, 25 répondants, 24 femmes, 1 homme, 20 familles monoparentales, 5 familles recomposées. Du nombre d'enfants, ben là, ça varie entre 2 enfants, qui est le plus gros du bassin, 1 enfant, 6 répondants, 3 familles, 3 enfants, 3 répondants, puis 4 enfants, 2 répondants. Les enfants étaient âgés entre 2 ans et demi et 18 ans. Alors, évidemment, une majorité de locataires, 16 locataires, 4 propriétaires. Mais en même temps, dans les autres, il y a 3 personnes qui sont hébergées soit chez un parent ou un ami. Et il y en a un qui habite la maison du conjoint et un autre qui est dans une maison d'hébergement temporaire. On leur a demandé si il y avait un déménagement lié à une transition familiale récemment ou à venir, dans un proche avenir. Évidemment, 22 sur 25 nous ont répondu que oui. On leur a demandé aussi s'ils considéraient qu'ils habitaient un logement abordable selon la définition qu'on a utilisée tout à l'heure aussi, le 30% du revenu. 16 ont répondu non, ce logement n'est pas abordable. 4 ont répondu oui, mais dans les autres, dans la catégorie autre, il y en a une qui est hébergée chez son père, donc elle ne paye pas de loyer, c'est pour ça que c'est abordable, hein, elle n'en paye pas. Un autre qui a des moyens suffisants parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle habite au même endroit. Un autre qui dit qu'il y a des moyens suffisants parce qu'elle habite avec son partenaire, mais que si ce n'était pas le cas, elle paierait 50% et plus de son revenu. Et une autre personne, ça rejoint un peu ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est-à-dire une autre personne, elle doit louer à un chambreur là, pour être capable d'arriver. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez eu ou vous avez présentement de la difficulté à trouver un logement? Sans surprise, 23 sur 25 nous ont répondu oui. Alors, les difficultés sont dues en grande majorité au coût élevé des loyers. Et il y a 16 mentions de ça dans les commentaires. Et discrimination due en raison de la présence d'enfants mentionnée à 6 reprises.
Alors, dans les témoignages, bon, il y en a une qui dit qu'elle, la signature du bail, la propriétaire a demandé que ce soit un bail renouvelable à tous les mois. Évidemment, c'est un petit peu obstiné pour dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait besoin de stabilité. Et finalement, ils ont accepté d'habiter dans ce logement-là parce que c'était ce qui répondait le plus au niveau du coût et de la proximité de l'école. Celle-là, c'est une personne qui paye présentement 1 000 $ pour un 6,5. L'équivalent dans son quartier serait de 2 500 $ et plus. On lui a refusé un logement à 1 600 $ alors que pourtant était la première à visiter parce qu'elle avait entendu parler par une amie. Son salaire était mentionné comme la raison principale du refus. Elle leur a offert 6 000 $ de dépôt. Le logement était super bien placé, bien situé, tout ça. Cette personne-là dit qu'il y a plein d'annonces où on demande de façon très claire pour un couple de professionnels, puis c'est des 5,5. C'est comme, on veut juste des professionnels sans enfants. Et elle dit aussi que ça arrive très souvent qu'elle a des logements, elle voit des logements annoncés à 1 400 $, puis au bout de 30 minutes, il est trop tard là, pour le louer. Plusieurs propriétaires ont refusé que je visite en apprenant que j'avais 2 enfants. J'ai rien trouvé de moins cher que 1 100 $ par mois dans le quartier, pas loin du père de mes enfants où je travaille. C'est beaucoup au-dessus de mon budget. Je dois recourir aux banques alimentaires. J'ai choisi un demi-sous-sol, évidemment, pour éviter d'avoir des plaintes que les enfants marchent au-dessus de la tête. Je visite des logements insalubres et minuscules et je suis payé 23 $ de l'heure et le prix des logements représente 75 % de mon salaire. Changer de quartier aura beaucoup d'impact sur ma famille, j'aurai plus de réseau et les prix sont aussi chers ailleurs. Je suis triste et dégoûtée. Je visite des logements que je n'aurais même pas loués seul quand j'avais 18 ans à 1 400 $ et plus. J'ai peur de me retrouver à la rue. Alors, on a aussi posé des questions sur l'état du logement. Il y a seulement 7 personnes sur 25 qui ont jugé que leur logement était dans un état satisfaisant. Des problèmes d'isolation, évidemment. Elle dit qu'elle a vécu toutes sortes de vermines, punaises, souris, mets alimentaires, fourmis charpentières, du plomb dans l'eau du robinet. Évidemment, cette personne-là a peur de demander des réparations aux propriétaires au cas où ils décideraient de la mettre dehors pour faire de la rénovation ou qu'ils vendent l'immeuble. Alors, une autre qui nous dit presque tout est à refaire, il y a des souris, la fumée de la cigarette de la voisine se propage chez nous. C'est moi qui dois isoler les fenêtres du froid l'hiver. Une autre qui nous dit la maison aurait besoin de réparation, notamment rafraîchir la peinture intérieure, refaire la cuisine. En conséquence, ils n'invitent pas de personnes à la maison et sont un peu gênés de recevoir, ce qui est un peu triste. Les enfants aimeraient ça d'inviter des amis, mais ils ne le font pas. Alors, évidemment, on a posé aussi des questions sur l'accès au logement social. Alors, 13 personnes sur 25 ont dit avoir fait des démarches dans ce sens-là. Il y en a une qui nous dit qu'elle avait entrepris des démarches pour trouver un plus grand logement dans une coop. Ça, c'est un couple. Mais malgré notre expérience, notre revenu familial relativement élevé semble être un frein. Par contre, ce même revenu familial est insuffisant pour pouvoir acheter une propriété plus grande, les coûts des propriétés étant astronomiquement élevés. Fait que si on est l'effet sandwich, c'est des personnes trop riches pour aller en coop, mais pas assez riches pour pouvoir s'acheter une maison. Personne qui dit qu'en coop, ça nous reviendrait plus cher que ce qu'on paye actuellement. C'est probablement la personne qui est depuis 10 ans au même endroit. Et les 6,5, il n'y en a pas bien en coop non plus, puis ils sont trop riches pour être admissibles à un HLM. Personne qui dit c'est facile quand tu as de l'énergie et du temps, mais avec une séparation, quand tu viens de te séparer, là, trouver 50 000 papiers qui demandent pour le logement social, ça devient stressant. Et une autre personne qui dit qu'elle a écrit à plus de 10 coopératives. À chaque fois, elle est invitée à visiter des appartements beaucoup trop petits, puis ça ne convenait pas du tout à ses besoins. Alors, dans les solutions possibles,
La Fédération est co-signataire avec 500 organisations d'une demande pour avoir une politique québécoise d'habitation basée sur le logement, sur le droit au logement. C'est une campagne qui est pilotée par le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Alors, les principaux éléments de cette politique-là, ça serait de reconnaître formellement le droit au logement dans la Charte québécoise des droits et libertés, au même titre que le droit à la santé et l'éducation. Le droit à propriété est reconnu formellement, mais pas le droit au logement. C'est bien, on dit, mais c'est de même. Accroître la proportion de logements sociaux, des logements sociaux en finançant 50 000 logements sociaux sur 5 ans. Mieux protéger le locataire en créant un registre universel et obligatoire des loyers, un contrôle des loyers, en protégeant le parc locatif contre les opérations spéculatives, en contrant les évictions illégales et en modifiant le Code civil de façon à punir les propriétaires. En adoptant un code national du logement pour protéger la santé des locataires, c'est-à-dire que les cas d'insalubrité devraient être mieux punis. Puis en fournissant à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse les leviers nécessaires pour punir toute forme de discrimination dans l'accès au logement. Alors, on peut avoir accès à la politique complète au document là, qui présente la politique de logement, sur le droit au logement, sur le lien suivant. On vous enverra, je pourrais envoyer le lien à Simon pour qu'il vous fasse ça. Évidemment, des mesures de lutte contre la pauvreté, j'achève, Simon, juste pour te rassurer. Des mesures de lutte contre la pauvreté, entre autres, assurer à toute personne un revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation. C'est 21 500 $ en 2022. Hausser le salaire minimum à 18 $ de l'heure pour une personne qui travaille 35 heures semaine. Juste pour vous donner une idée, là, 30 du revenu pour un loyer à 18 $ de l'heure pour 35 heures semaine, c'est 820 $ par mois. Ça n'existe pratiquement pas, là, des loyers à ce prix-là. Et procéder évidemment à une réforme du droit de la famille, idéalement avec la proposition, qui répond à la proposition principale de la Fédération là-dessus, c'est-à-dire étendre les protections actuelles du mariage aux couples avec enfants, qu'ils soient mariés ou non, incluant l'obligation alimentaire entre conjoints, le partage du patrimoine familial et la protection de la résidence familiale. Ça aurait comme conséquence d'amortir le choc d'une séparation. Finalement, rêvons un peu. On peut imaginer, il existe des ressources d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, mais on pourrait peut-être imaginer des ressources d'hébergement temporaires pour les familles en transition, c'est-à-dire on a des associations d'ailleurs qui rêveraient de pouvoir acheter un immeuble puis d'avoir un logement au-dessus de l'association qui accueillerait de façon temporaire des familles qui viennent de se séparer, qui ont besoin juste de se remettre sur leurs pieds. Puis des ressources d'hébergement aussi réservées aux parents étudiants responsables de familles monoparentales, soit sur le campus ou hors campus. C'est quelque chose qui nous a souvent été demandé là, à la Fédération. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. On le recherche. Merci aussi pour l'invitation à intervenir là, dans cette table ronde. Je ne vais pas être trop long pour respecter le temps. Juste peut-être pour expliquer, moi je vais parler un peu d'un angle différent. J'ai fait des travaux sur famille et logement, mais plus dans les années 2000, plus sur des sujets spécifiques, entre autres les familles dans le logement HLM à Montréal. Et alors à la fin des années 2000, j'avais fait pour la ville de Montréal, qui à l'époque avait une politique ambitieuse de rétention des familles en ville sur c'est plus on appelle ça une étude post-occupation, c'est-à-dire de voir quel type de logement, quel type de forme de logement peut être favorable pour des familles et pour les retenir en ville. Donc, c'était beaucoup suggéré sur la forme du logement, la forme urbaine, vraiment le cadre bâti. Donc, ces derniers temps, j'ai moins fait ça, donc j'ai pris un angle un peu différent. J'ai plutôt parlé, en acceptant l'invitation, je sais que j'avais plutôt parlé aujourd'hui d'insécurité résidentielle sur le marché locatif et voir un peu ce que ça peut avoir comme effet sur les familles. Et comme je trouvais mon titre un peu aride, je me suis dit, je vais mettre
en dessous, la disparition du bon petit loyer. Alors, du bon petit loyer, c'est de ça dont il va s'agir. Là, c'est un espèce d'être non humain qui existait avant à Montréal, qui faisait un peu l'objet, je me suis rendu compte, de mythes et euh, d'espoir et d'attente en disant, ben, avant, il y avait moyen de trouver, et on avait discuté avec, entre autres, une partenaire de Centraide sur des projets de recherche des dernières années, Maud Beausoleil, qui m'avait dit un jour, oh, Xavier, est-ce que tu penses qu'il existe encore ce bon petit loyer? Puis je vais dire, peux-tu m'opérationnaliser cette catégorie parce que je ne la comprends pas tout à fait. Mais dans le fond, ce qu'on voulait dire par là, que je m'en suis rendu compte, c'était un appartement dans le fond qui convient à vos besoins, qui n'est pas du grand luxe, mais qui est propre, sécuritaire et qui vous permet de vivre en famille, idéalement dans un quartier de votre choix. Et c'était ça le bon petit loyer. Et ce que je vais essayer de faire en quelques dias et quelques angles d'attaque, je vais dire, c'est essayer de voir un peu où on en est et pourquoi cet être un peu non humain du marché du logement a tendance à disparaître depuis quelques années. Le premier point, et donc c'est pour ça que je me situe plus au niveau du système du logement ou de la structure du marché du logement locatif. Dans le fond, le premier point je voulais mettre de l'avant, c'est le secteur locatif. Dans le fond, il y a un retour du secteur locatif. Il y a un intérêt, en fait, croissant pour le secteur locatif. C'est lié, dans le fond, à une troisième financiarisation du secteur du logement. Et donc, après avoir financiarisé le secteur commercial dans les années 90, d'avoir financiarisé le secteur de l'accession à la propriété dans les années 2000, on assiste en fait aujourd'hui sur le marché du logement à la financiarisation du secteur locatif. Et ça, c'est dû en fait à plusieurs choses, mais c'est qu'on a vraiment un rebond en fait dans beaucoup d'économies, et en particulier dans plusieurs pays anglo-saxons. On a un rebond en fait du secteur locatif. Qui est en fait lié à la crise financière de 2007-2008 et en fait une accession à la propriété qui devient beaucoup plus difficile pour les jeunes et pour certains ménages qui arrivent sur le marché du logement, comme les immigrants par exemple. Ce que ça a amené aussi, c'est on a désigné ça par, dans le fond, de l'intensification des investissements urbains. Et donc, on voit ça au travers de la gentrification, qui est un phénomène plus ancien qu'on connaît relativement bien, de la financiarisation. Et là, je dirais qu'il y a, dans le fond, plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui. Il y a des grandes compagnies immobilières, mais des compagnies aussi immobilières nationales et des compagnies immobilières locales ou des fonds locaux d'investissement qui voient aujourd'hui dans le logement locatif et dans la détention en fait, d'immeubles locatifs un moyen et un levier financier puissant qui leur permet de lever en fait des fonds éventuellement pour d'autres investissements, qui leur sert en fait d'abord et avant tout, si je puis dire, de contrepartie à d'autres emprunts qu'ils peuvent faire. Et tout ça a fait que ça a beaucoup transformé évidemment aussi le marché locatif local. Et donc, ce que ça fait comme conséquence, là, bon, j'ai mis quelques images que j'avais pu prendre sur un terrain. Là, on est dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, c'est des compagnies qui rachètent des immeubles, qui les transforment un petit peu, qui font quelques travaux d'entretien de base, qui vont éventuellement évincer les locataires ou non, mais qui vont mettre beaucoup de pression et beaucoup d'emphase, évidemment, sur la rentabilité de leur parc locatif. Et donc, ce que ça fait, à mon avis, c'est ce que j'ai mis à la fin de la diapositive, c'est qu'il y a un rapport économique complexe, en fait, qui se crée aujourd'hui au logement locatif. Et on peut parler vraiment d'une compression de valeur et d'échelle. Parce qu'en fonction de comment vous regardez votre appartement aujourd'hui, là, en termes économiques, il a au moins, je dirais, trois valeurs économiques, trois prix. Il y a le loyer sur le marché locatif actuel, donc en fonction de la dynamique locale du marché. Donc ça, c'est un premier prix. Il a un prix, je dirais, à la revente. C'est quoi sa valeur foncière? Et ça, on le sait que c'est ça qui intéresse beaucoup les investisseurs. Et finalement, il a une valeur, je dirais, dans une comptabilité, souvent qui est à l'échelle globale et qui peut servir justement à des sociétés ou à des investisseurs institutionnels. C'est plus seulement des sociétés immobilières, mais aussi des fonds de pension qui va leur permettre d'aller financer d'autres activités sur des marchés financiers qui sont devenus globaux. Seul petit bémol aussi, c'est qu'on voit que ce modèle-là se diffuse pas seulement à ces grandes compagnies. Je parle aussi
on parle aussi en fait de plus en plus de ce qu'on appelle le landlordisme, c'est-à-dire que même des ménages de classe moyenne supérieure vont investir dans l'immobilier parce que c'est un des meilleurs placements actuellement. Et d'ailleurs, la SCHL parle de plus en plus du problème et des problèmes liés à ce qu'on appelle les propriétaires bailleurs amateurs, qui deviennent propriétaires de blocs, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour entretenir un bloc, qui n'ont aucune idée de combien ils doivent investir dessus annuellement pour que le bloc reste, par exemple, en bon état et réponde en fait aux normes d'occupation. Deuxième chose que je voulais mettre de l'avant, c'est vraiment sur l'insécurité résidentielle et qu'est-ce que ça a comme effet au travers de quelques données qui ont été produites par la communauté métropolitaine de Montréal à partir de données de la SCHL. Dans le fond, ce qu'on voit comme problème majeur, c'est vraiment l'inadéquation de l'offre pour les ménages à revenus modestes ou moyens et aussi pour les familles, familles monoparentales ou familles, par exemple, de plus grande taille. Parce que quand on regarde en haut à droite, j'ai juste mis les chiffres de mise en chantier. Donc ça, c'est les statistiques de mise en chantier selon le type de logement. On voit que le locatif, qui est en rouge au milieu, occupait une part vraiment très congrue des mises en chantier, mais que ça a tendance à augmenter au fil des ans et surtout à partir et après, dans le fond, la crise financière de 2007-2008. Et aujourd'hui, en fait, si on avait continué la période, on aurait pu, on voit en fait qu'il s'est produit, même à Montréal, pas mal de stocks de locatifs. Il y a des projets à plusieurs milliers d'unités qui sont sortis de terre sur le marché privé locatif dans les dernières années. Et il y en a beaucoup, et d'ailleurs, il y a même un nouveau produit, si vous prenez le métro ou vous regardez les pubs dans le bus, on appelle maintenant, avant on avait le condo de luxe, maintenant on a le condo de luxe locatif. Et donc, on destine la production de condos non plus à l'achat, mais à la location. Ce que ça donne, c'est, sur Montréal, le taux d'inoccupation a quand même augmenté dans les secteurs de la communauté métropolitaine de Montréal dans la dernière année, de 2019 à 2020. Mais c'est vraiment pour des logements de ce qu'on appelle du troisième tiers du marché locatif, c'est-à-dire les plus chers. Si on divise le marché en fonction du loyer qui est demandé, c'est vraiment dans le troisième tiers, on est à 6%, mais dans les autres tiers, on est toujours autour ou juste en dessous des 2%. Donc, on n'a pas vraiment résolu ce problème-là. De nouveau, là, de notre bon petit loyer, ça ne s'est pas vraiment résolu. L'augmentation aussi des loyers a été une des plus importantes, en fait, en 10 ans, c'est 4,2%. Et en fait, c'est la seconde plus importante depuis celle de 2002, qui était un record à 5,3%. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que là, on parle de loyer moyen, mais la CMM et la SCHL, en fait, dans ces dernières enquêtes sur les loyers locatifs, demandent aussi ceux qui sont sur le marché. Évidemment, entre le loyer moyen qui comporte aussi des logements qui sont occupés depuis longtemps et ce qui est actuellement sur le marché, on voit qu'il y a un fort écart à peu près dans toutes les typologies et dans tous les niveaux du marché. Donc, ce que ça donne, c'est que pour un ménage pour un ménage, peu importe sa composition, pardon, pour se louer dans un logement inoccupé, il faudrait avoir un revenu qui s'élève à 56 400 $ bruts pour rester en dessous de la norme de 30%. Évidemment, comme le souligne la CMM dans sa publication, quand on sait que 60% des ménages locataires sur le territoire sont composés d'une personne seule ou d'un parent seul, c'est évidemment très problématique et très difficile pour ces personnes-là de trouver à se loger. L'autre chose que ça fait, la compression en fait, des valeurs, ça a aussi un impact sur l'insécurité résidentielle. Je pourrais donner ici un exemple que je reprends vraiment en quelques mots, mais dans le fond, le problème de la compression des valeurs, c'est que ça va aussi mettre de la tension sur les unités locatives qui sont, par exemple, déjà occupées. Et dans une enquête que j'ai menée dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, sur l'insalubrité, je suivais des inspecteurs. Et donc, on a croisé une famille qui occupait un logement, un 5,5, dans une conciergerie qui venait d'être achetée justement par un groupe immobilier international. Et ce que ça faisait, évidemment, c'est que cette famille subissait des pressions pour partir, pour quitter, pour que, évidemment, on puisse subdiviser le logement et le rentabiliser en faisant 2 unités avec ce 5,5, donc dans cette conciergerie.
Ce que ça fait évidemment, là, c'est qu'on a une forme, dans le fond, de rénoviction par une multinationale qui était un peu en cours dans l'immeuble. Et donc, l'inspecteur, lui, par contre, était appelé par les locataires parce qu'ils avaient un problème d'écoulement d'eau dans le logement, et donc ça pouvait évidemment mener évidemment au développement de moisissures, etc. Bon, en faisant l'inspection, l'inspecteur disait, dans le fond, ce n'est pas en si mauvais état que ça, ce n'est pas insalubre, c'est juste qu'il y a des problèmes d'entretien et qu'on ne fait pas des travaux. Entre autres, il y avait des plates qui se cassaient, mais c'est tout à fait normal, il dit, c'est des vieilles conciergeries et c'est quelque chose qui va arriver. Mais le problème, c'est que lui, en tant qu'inspecteur de la ville, il ne peut pas intervenir sur les autres questions du logement. Il ne s'intéresse qu'au cadre bâti et il n'a pas le mandat de faire autre chose. Et donc, il faut que les personnes, pour tout ce qui est le problème de pression du propriétaire, aillent au tribunal administratif sur le logement, donc la régie, ou voir des organismes de défense des droits, qui étaient déjà d'ailleurs impliqués dans ce cas-ci. Et donc, c'est vraiment, il y a une forme de compression, il y a une forme d'enchevêtrement des problèmes, mais il y a une forme de réaction, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est qu'il y a des problèmes au niveau des politiques et au niveau aussi de ce qu'on pourrait appeler le système socio-légal du logement et qui encadre le logement. Et dans le fond, là, il faudrait mieux, sans doute, mieux encadrer les conditions de reprise. Je pense que ça vient d'être dit dans la présentation précédente. Revoir le système aussi d'augmentation des loyers en cas de rénovation majeure, parce que souvent, on fait des rénovations majeures pour pallier des problèmes vraiment structurels ou vraiment importants dans certains logements, et à suivre les inspecteurs et les inspectrices là, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il y a certains bâtiments qui sont vraiment dans très, très mauvais état, mais si on fait évidemment des rénovations majeures, on va pouvoir augmenter presque automatiquement les loyers, ce qui va mettre évidemment en péril, dans le fond, l'abordabilité des immeubles. On l'a dit aussi, mettre en place un registre des baux, et aussi, je pense que la dernière proposition que la ville a fait de mettre une certification en place des propriétaires serait certainement une solution. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment s'inspirer de la politique du programme Rent Safe Toronto, donc, qui est un programme qui existe depuis quelques années et qui n'est pas, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est qu'il n'est pas fondé sur les propriétaires, mais bien sur les immeubles. C'est immeuble par immeuble. Un propriétaire peut avoir des immeubles problématiques et d'autres qui sont en bon état. Et donc là, c'est vraiment centré sur les immeubles. Évidemment, à Toronto, ils ont encore des seuils, par exemple, de nombre d'unités plus élevés, parce qu'ils ont un parc et une structure de parc très, très différente. Mais donc ça, ce serait aussi quelque chose, sans doute, à mettre en place, au moins pour Montréal. Et enfin, dernier point que je voulais faire, c'est sur les politiques du logement. Parce qu'on est aussi un peu à la croisée des chemins et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont influencer les familles. La première chose à dire, c'est sur la stratégie nationale sur le logement, la stratégie canadienne. Dans le fond, il y a un rapport qui vient de sortir très intéressant du Conseil national du logement et qui étudie en fait les 3 programmes principaux qui sont destinés à la production ou à la rénovation de logements dits abordables. Ce qu'on peut voir comme problème, et qui est d'ailleurs souligné dans le rapport, et qui était déjà souligné par d'autres, dont des collègues avec qui je travaille actuellement, et j'utilise d'ailleurs aussi les données de l'enquête nationale sur le logement, c'est le problème de la définition de l'abordabilité qui a complètement changé du côté de la SCHL. Donc, on ne regarde plus seulement le fameux seuil de 30% des revenus, mais par exemple, pour un programme, celui qui est le plus important, donc le premier, l'initiative de financement de la construction de logements locatifs, on dit que toute unité va être abordable si le loyer est inférieur ou égal à 30% du revenu brut médian des familles économiques. Donc là, on peut se dire c'est intéressant, on s'intéresse directement aux familles et au bien-être des familles, mais c'est toutes familles confondues, incluant les propriétaires. Or, on sait qu'il y a déjà un écart substantiel entre propriétaires et locataires, et comme on l'a dit aussi, là, pour les personnes seules ou pour les personnes qui sont seules avec des enfants, vous êtes mis dans le même panier, si je puis dire, que les ménages qui sont en couple avec un ou plusieurs enfants, dont on sait qu'ils ont souvent, si les 2 parents travaillent, des revenus bien plus élevés. On le voit aussi pour les autres, on a beaucoup transformé dans le fond le niveau d'abordabilité. C'est vraiment quelque chose par rapport auquel, je pense, les chercheurs
Et peut-être aussi les groupes de défense de droits des locataires devraient se positionner, parce qu'à part le dernier programme, l'ICRL, qui est en fait le plus petit des trois, qui ne fournit pas beaucoup d'unités, il y a vraiment une transformation profonde de cette idée d'abordabilité. Et l'autre point que je voudrais faire aussi, je pense qu'il est important sur les politiques actuellement, puis on parle du dernier, par exemple dans le dernier budget, on a parlé un petit peu de logement, un peu plus que les autres années, mais sans doute pas encore assez. On a vraiment un problème sans doute au niveau de la fin des conventions pour les coop et OBNL, mais surtout pour des coop qui étaient financés par le fédéral. Et donc, sans doute que là, si on veut garder du logement abordable, il va falloir avoir une intervention sans doute de la Société d'habitation du Québec. Le refinancement d'Accès Logis, parce que là, on veut repasser vers logement abordable Québec, mais là aussi avec des niveaux d'abordabilité qui sont quand même assez discutables. Et finalement, je pense aussi maintenir des critères stricts en ce qui a trait à l'abordabilité des unités qui sont financées par les programmes, là, que ce soit au travers d'Accès Logis ou des autres de la Société nationale sur le logement. Et voilà, c'est ici que je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation qui fait aussi tout un tour, vraiment un angle très différent, très complémentaire. C'est vraiment super.